Salut les traders, c'est Abdou d'Akana Trading. Alors, dans cette vidéo, on va parler du processus du trading. Donc, comme on l'a déjà dit, chaque trader professionnel travaille avec un processus, avec une méthodologie, voilà, ce processus contient plusieurs éléments, plusieurs étapes à respecter avant de prendre n'importe quelle décision. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que on peut pas investir une somme d'argent sur une idée, sur prendre tout simplement une décision sans faire des analyses, savoir pourquoi on va prendre ces positions, quand est-ce que je crois que ça va marcher, quand est-ce que je crois que ça va pas marcher, quelles sont les données qui me disent, qui favorisent cette idée, quels sont les éléments auxquels je vais faire attention, combien je suis prêt à perdre, combien j'attends comme gain. Voilà, à quel moment le timing, à quel moment je crois que ça serait bon pour accéder, à quel moment je crois que je vais augmenter, je vais ajouter à ma position, etc. Sur quoi je suis bon, est-ce que sur ce marché, sur celui-là, sur cet actif, etc. À quelle période de l'année j'ai fait le plus d'argent, le moins d'argent, quels sont les faits que j'ai commis, etc. Donc c'est très important d'avoir un trading framework, tout simplement pour travailler d'une façon professionnelle et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Avant de voir en détail le trading framework sur lequel je travaille personnellement et sur lequel vous pouvez aussi travailler, on va jeter un coup d'œil sur une chose qui est très importante à comprendre. Pourquoi on a, pour comprendre encore plus pourquoi on a ce trading, ce processus de trading. Ce processus de trading, il est relié à l'approche qui est prise par l'entité. Dans ce cas-là, on va prendre JP Morgan Chase, banque d'investissement. Sur cette représentation ici graphique, on voit que on a plusieurs divisions. Voilà, Consumer Community Banking, Corporate Investment Bank, etc. Ici, on va voir les Customer Segments, donc leurs clients. Et on a ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce que la banque d'investissement offre comme service et qu'est-ce qu'elle reçoit en retour. On va s'intéresser seulement à deux activités, Corporate Investment Bank et Asset Management. Sur Corporate Investment Bank, on va voir plus particulièrement ici Market Making et Prime Brokerage. Donc c'est l'activité, comme on a dit déjà avant. Donc c'est tout simplement ils offrent la liquidité pour leurs clients. Et c'est là où ils sont plus présents au niveau du marché chaque jour. C'est pour le market making et prime brokerage. Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Investment banking fees. Voilà. Et ils ont administration fees and commissions. Donc ils reçoivent des commissions par rapport à leur rôle comme market makers et prime broker. Voilà. Donc c'est ce qu'ils reçoivent en retour. Ça, c'est une comme on a dit, c'est une division à partir de laquelle ils ont une certaine approche du trading, une certaine approche par rapport au marché, court terme, de gestion de risque qui est différente, etc. De l'autre côté, ici, on a Asset Management, la division Asset Management, sur laquelle on a quoi? On a Investment Management Cross Major Asset Classes, including equities, fixed income,
alternatives and money market funds. Donc ici, on a tout simplement des investissements, des portefeuilles de trading sur plusieurs classes d'actifs, actions, fixed income, etc. Donc ils gèrent des portefeuilles, ils gèrent l'argent. De qui? Voilà, donc ils gèrent leur propre argent, l'argent de la banque, proprietarily, comme on dit. Donc ils gèrent l'argent de la banque et ils gèrent l'argent de leurs clients. Voilà, des wholesale, c'est-à-dire business banking, etc. Surtout au niveau individuals. Ils gèrent l'argent de, par exemple, high net worth individuals ou bien ultra high net worth. Donc des personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent. Ou bien même pour des fonds, assurances, etc. Ça, on peut l'inclure aussi dans wholesale. Parce qu'ils ont en retour asset management, administration fees and commissions, other income, interest income, etc. Donc, ce qu'ils ont comme retour, c'est des frais, comme c'est le cas sur les hedge funds. Donc, ils ont des commissions sur la gestion de capital. Et voilà, ils gèrent leurs propres capitaux et le capitaux de d'autres entités. Là, l'approche est totalement différente de celle-là. Là, ils vont pas trader chaque jour. Ils vont pas trader, je sais pas, le DAX, le CAC, ou l'euro-dollar 100 fois par jour. Non, du tout. Donc, ils ont des portefeuilles sur plusieurs classes d'actifs. Et aussi trouver plusieurs marchés, plusieurs géographies aussi, voilà, pour diversifier et voilà, pour agrandir, pour augmenter le capital, tout simplement. Alors, comme on vient de le dire, donc market making, on a la partie market making et la partie proprietary trading. Donc, sur celle de gauche, donc ce qu'on cherche, c'est de faire du business avec nos clients, générer de commissions, fidéliser les clients, etc. Sur ça, on n'a pas une position, la banque n'a pas de position, on n'a pas de biais. Elle fait que prendre des positions voilà, pour ses clients, et c'est de l'autre côté de faire un hedging. Sur le côté droit, ici, on a le proprietary trading. Donc l'argent gère son argent, la banque, je veux dire, gère son argent et celui de ses investisseurs. Aux États-Unis, bien sûr, le proprietary trading est déjà banni. Par contre, on a l'asset management. Donc on a JP Morgan Asset Management, on a JP Morgan Asset Management, Goldman Sachs Asset Management. Voilà, c'est déjà le cas sur d'autres banques d'investissement. Donc ce sont entités séparées. Donc loin des market making qui gèrent l'argent de la banque. Par contre, dans d'autres géographies, on a le proprietary trading qui existe toujours. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est la différence, ou plutôt les points importants, éléments importants au niveau de l'approche qui est prise côté market making. Et c'est surtout, on va voir, c'est relié, on va voir ici surtout les différences avec ce qu'on a comme trading particulier. Je parle ici du court terme, de day trading et le scalping. Il y a une différence par rapport aux objectifs. Ce que je viens de mentionner, donc les objectifs, c'est surtout pour faire du business avec les clients, générer des commissions. Il y a aussi par rapport aux outils. Les outils, on a plusieurs algorithmes d'exécution, de monitoring, de liquidité, de order flow. Bien sûr, on a la possibilité, les banques d'investissement, on a la possibilité de liquider leur position sur plusieurs serveurs des exchanges. Elles peuvent faire le hedging, etc. Ça, c'est vraiment clair. On n'a même pas la même chose côté trader particulier. Autre chose, c'est le troisième point, c'est la sélection des actifs. Et là, un trader, un market maker, d'accord, sur une banque d'investissement, il a un portefeuille qui gère, voilà. Les actifs qui sont sur ce portefeuille,
c'est la sélection. Ce sont pas des actifs que le trader a choisi. Il les a obligatoirement parce que il voit qu'il y a un business, parce que c'est demandé par des clients, ou bien qu'il prépare pour des clients. Inventories, comme on dit, c'est comme un stock, si vous voulez dire, ou bien parce qu'il y a une demande de la part du client. Donc, le client, un hedge fund A, demande d'acheter des actions de Microsoft. Donc, la banque, le trader est vendeur de ces actions. Ce qu'il va faire, c'est les acheter au niveau du marché. Donc, il doit sortir avec un gain. Parfois, il peut sortir avec une perte. Donc, il va se trouver avec plusieurs positions au niveau de son portefeuille qu'il doit liquider avec des gains, ou bien le minimum de pertes possible. Au niveau des banques, on va trouver qu'ils ont une prime par rapport à la rétention. Quel est son pourcentage, le seuil qu'il arrive pour garder la commission, pour qu'il soit pas perdu parce qu'il n'a pas pu liquider la position sur le hedge, la position qui est du hedge au bon moment. Voilà, donc ça c'est la sélection d'actifs. Par contre, pour nous comme traders particuliers, on choisit l'actif. Donc notre objectif est plus lié au trading des asset management, property trading. C'est pas par market making. La quatrième chose, c'est l'accès à l'information. Pour les traders au niveau des banques d'investissement, market making, ils font toujours des morning meetings. D'ailleurs, c'est la même chose aussi pour les proprietary traders. Mais au niveau du market making, c'est très très important d'avoir les informations parfois avant les autres, avant tout le monde. Ils ont des morning meetings chaque jour. Ils ont des communications tout le temps avec des brokers. Un broker qui va venir et va dire voilà, il y a un échange d'informations bien sûr. Il dit aujourd'hui je reçois plusieurs ordres pour acheter l'action Apple. Donc il y a quelque chose qui sera annoncé. Banque d'investissement fait quoi? Elle achète aussi pour ses clients et le trader va appeler ses clients. Écoutez, aujourd'hui il y a une information. Est-ce que vous voulez que je vous achète quelques actions? Oui, bien sûr, c'est bon. Voilà, ils achètent les actions pour avoir les commissions. Donc ils font du business. Donc il y a un accès à l'information, surtout pour les personnes qui traitent court terme. Voilà, où le marché peut bouger durant la journée sur la base d'une information. Et ça, on les connaît tous. Par contre, on l'oublie, voilà, pour une raison ou pour une autre, que les banques d'investissement ont des informations avant les autres. Parfois même par rapport à des publications d'informations, de publications de chiffres économiques. Il y a certains chiffres économiques qui sont publiés quelques minutes avant les autres si vous payez une subscription. Ça existe. Voilà, ça c'est très important à comprendre au niveau de l'approche, de différence d'approche entre market makers et asset management, property traders dans les banques d'investissement. Et on jette un coup d'œil ici sur le processus. Comme vous le voyez, alors le processus va comporter ces 5 éléments. Le premier, c'est la génération d'idées. Donc on va essayer de trouver des idées sur lesquelles on va faire des recherches. Voilà, c'est la première étape. Je vais parler des détails après. La deuxième chose, c'est l'analyse fondamentale. Analyse tactique. Celle-là va comporter l'analyse technique. Moi je le nomme analyse tactique, vous pouvez le nommer ce que vous voulez. Ça va comporter l'analyse technique, le sentiment du marché, d'autres éléments du timing, bien sentiment de marché, comme des options, le positionnement sur les futurs, par exemple le CFTC, etc. On a le risk management, donc avant de donner, de prendre la position, vous allez savoir à combien vous allez commencer. Est-ce que vous allez commencer avec une petite position? Quels sont votre target, stop loss, premier target, deuxième, troisième, etc. On a un suivi de performance. Vous allez savoir après sur quoi vous excellez,
qu'est-ce qui ne marche pas vraiment pour vous, et vous pouvez faire un suivi performance. Combien vous pouvez déployer de capital pour optimiser votre performance. Alors la première partie, c'est la génération d'idées, sur laquelle vous allez voir les thèmes, faire une analyse des thèmes dominants. Je sais pas quoi, l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, l'amélioration au niveau de l'économie grecque, plusieurs choses. Je vais trouver aussi sur le site un ensemble d'idées de trading que je vais partager chaque semaine. Voilà, donc vous pouvez faire une étude là-dessus. Il y a aussi des momentum, par exemple des événements, décisions de banque centrale, etc. Vous pouvez étudier des corrélations à des spreads. Je sais pas, la corrélation entre le taux d'intérêt aux États-Unis de 10 ans, le bond de 10 ans des États-Unis, contre spread entre les États-Unis et le Japon, contre celle contre le dollar yen par exemple. Ça peut être aussi une étude comme je viens de dire, de corrélation. Ça peut être la valorisation de ce qu'on appelle, je vous donne un exemple, Purchase Power Parity, le PPP. On va voir voilà, donc une valorisation, on va acheter une monnaie qui a une valorisation qui augmente, que vous prévoyez qu'elle va augmenter, et shorter l'autre sur laquelle vous avez une vision contraire, différente. Vous pouvez dire c'est probable que les investisseurs partent actuellement vers des devises qui offrent un taux d'intérêt important. Donc là, vous allez partir ce qu'on appelle le carry trade. C'est probable que ce soit le pétrole qui augmente d'une façon importante. Donc je vais voir les devises reliées à cette commodité, donc je vais acheter, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-dessus. Sur la deuxième partie, on a l'analyse fondamentale, mise à jour des données fondamentales. Donc sur mes cours après, et ce que je vais vous montrer, c'est comment créer votre, si vous voulez dire, base de données fondamentales des pays importants que vous tradez, que vous suivez, que vous mettez à jour régulièrement, et celle-là va vous donner une idée sur des tendances qui sont en train de se créer. Ça va vous donner une idée sur ce que j'ai mis ici, des analyses des tensions inflationnistes, déflationnistes. On va voir, ok, sur cette devise, je vois que l'inflation augmente d'une façon importante. Je vois que le pouvoir d'achat au niveau de de la devise en train d'augmenter. Ce que je veux dire, je peux penser à shorter. Je vois ce que ça a augmenté d'une façon vraiment très importante. Et je crois que la banque centrale, s'il réagit actuellement, elle va pas voir les fruits rapidement. C'est une des choses que vous pouvez faire. Donc vous pouvez, après bien sûr, vous allez modéliser ces données, je vais vous montrer tout ça après, modéliser les données fondamentales pour en tirer des conclusions. Vous allez faire aussi un monitoring des politiques monétaires et fiscales. Exemple, ce qu'on a sur les États-Unis, ce qu'on a eu à une certaine période en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez une banque centrale qui dit, écoutez, le dollar new-zélandais donc est vraiment overpriced, si vous voulez dire, et cher. Ça va impacter nos exportations. Ce qu'on va faire, on va diminuer, et et là quand vous faites votre analyse des données fondamentales que vous avez déjà, vous trouvez oui, c'est le cas. Donc il y a des tensions inflationnistes importantes, donc cette monnaie voilà, donc devient cher, et oui, je pense qu'il faut commencer à vendre. Et là vous allez trouver que vous allez travailler sur d'autres éléments
pour prendre votre décision. Voilà, ça c'est seulement un exemple. Et là, vous n'allez pas dire, par exemple, c'est pour ça qu'il faut avoir les données, les analyser et les modéliser et les interpréter. Parce que vous n'allez pas dire, la Fed va prévoit l'augmentation des taux d'intérêt, donc je suis acheteur, je vais acheter le dollar. Non, ça c'est pas une analyse fondamentale. L'analyse tactique, le timing, ça, comme j'ai mis ici, le timing et le sentiment du marché. Sur cette analyse tactique, j'ai l'analyse technique, donc c'est principalement le price action, donc étudier le prix, voilà, les niveaux des prix importants, les figures, etc. Vous pouvez utiliser les indicateurs techniques que vous voulez, ça c'est pas important du tout. Vous pouvez utiliser les indicateurs techniques que vous voulez, que ce soit Ichimoku, les professionnels, oui. On m'a posé la question, est-ce que les professionnels utilisent Ichimoku? Oui, voilà, j'ai posé moi c'est la question aux professionnels, exactement, ils utilisent Ichimoku, mais pourquoi? C'est seulement pour le timing, c'est tout. Ils utilisent des choses vraiment très simples. Vous trouvez de RSI, m'en parler de quoi aussi, de RSI, de Ichimoku, voilà, des figures statistiques très simples, de Fibonacci aussi. Quoi d'autre, c'est tout, voilà, il y a stochastique quelquefois, mais c'est tout. Donc c'est surtout le timing et avoir une idée par rapport au momentum, c'est tout. C'est pas pour dire, pour décider est-ce que je vais acheter ou vendre. Au niveau de l'analyse tactique, on voit aussi le sentiment de marché sur le marché des options. Une idée, vous pouvez tirer une idée sur le spread, le ratio plutôt de pot call, de pot et des calls. Donc pour dire est-ce que le marché paie beaucoup de primes comme garantie par rapport au futur. Est-ce que le marché pense que voilà, le marché va continuer à augmenter? Tout ça, je vais en parler, je vais vous donner des exemples et comment je suis ça d'une façon pratique. On va voir aussi les rapports des banques d'investissement. On va pas aller voir tous les rapports de toutes les banques, bien sûr, que quelques-unes. Sur le marché du Forex, on va voir que celles les plus importantes. JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, voilà. On va pas voir toutes les banques. Oui, et sur ça, ce serait vraiment une faute très amatrice et très grave de prendre un rapport du manque d'investissement sur laquelle vous avez des prédictions pour, je sais pas, pour un trimestre ou bien pour l'année, vous disent vous devez être acheteur sur le dollar australien contre le dollar américain. Et là, vous dites, d'accord, je vais prendre la même chose. Du tout. Sur cette partie-là, risk management, donc vous allez étudier la volatilité de votre actif. Ça serait, pardon, vous allez étudier la volatilité de votre actif, comme ça pour savoir quel sera votre objectif, votre stop loss, votre limite, votre exposition, combien de pourcentage vous avez consacré à cette idée ou bien à ce trade, à cette idée par exemple, à cet ensemble de positions. Vous allez faire une étude de corrélation. D'accord, moi je suis acheteur, j'ai un portefeuille avec 5 ou bien 6 paires de devises net comme on dit. Donc sur tout le portefeuille, j'ai une exposition sur quelle devise? Sur le dollar américain et le pound plus que d'autres choses. Voilà, donc quelles sont mes corrélations par exemple avec l'or, avec le pétrole, avec le marché XY. Voilà, donc c'est très important, comme ça je peux savoir si
mon portefeuille est corrélé à cet actif, s'il y a quelque chose qui arrive à ce dernier, au pétrole par exemple, comment je peux me protéger, comment je peux hedger. Vous allez faire aussi une étude au niveau des marchés des options. Ça pour savoir d'un côté la volatilité, surtout pour voir l'implied volatility. La volatilité implicite, c'est la volatilité qui est prédite par le marché. C'est aussi nécessaire pour avoir une idée par rapport au pourcentage. On va le voir après, to be out ou bien in the money, le pourcentage qui peut vous aider à savoir une idée sur votre stop loss et vos objectifs. Dernièrement, ça serait le suivi de votre performance avec les indicateurs de Sharpe, Sortino, Kelly Criterion par exemple. Vous voulez savoir est-ce que vous risquez beaucoup ou pas, est-ce que vous prenez la taille optimale nécessaire. Voilà, est-ce que vous est-ce que vous risquez beaucoup? Et là, je vais mettre des vidéos de personnes qui vous disent parlent de gains, etc. Par contre, si vous analysez leurs indicateurs, choses qu'ils vont pas aborder au niveau de leurs interviews, vous trouvez une chaîne YouTube qui parle tout le temps de personnes similaires. Vous trouver des charts qui sont vraiment qui vous montrent qu'il y a un danger, voilà, que ces personnes risquent. Ils ont une performance, oui, mais avec un risque. Cela veut dire que ça va pas durer longtemps. Et deuxièmement, si vous faites pareil comme eux, c'est pas obligatoire d'avoir le même résultat. Ou les pourcentages de pertes sont importants. Vous allez trouver aussi le journal du trading, comme on a dit. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez essayer de voir qu'est-ce qui marche pas correctement, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Vous pouvez faire une évaluation des portefeuilles. Voilà, vous allez créer des petits rapports sur ce portefeuille, sur cette idée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les fautes que vous avez commises, etc. Alors, pour la génération d'idées, on va pas parler de tous les éléments, que quelques-uns, surtout que je vais mettre plusieurs vidéos dédiées à chaque segment. Génération d'idées, ça j'ai déjà parlé de ça un petit peu. Au niveau du Forex, vous allez dire, ok, quels sont les thèmes dominants actuellement, quels sont les éléments sur lesquels je peux chercher. Est-ce que je vais travailler sur la valorisation fondamentale? Cela veut dire que voilà, est-ce que le pouvoir d'achat par exemple d'une monnaie augmente par rapport à une autre, etc. Je peux voir les décisions des autorités pour les étudier. Est-ce que je peux voir les thèmes dominants, je sais pas, l'exportation par exemple des emerging markets, le gold, pétrole, une banque d'investissement qui va faire quelque chose, un marché, par exemple, un marché immobilier sur un pays qui montre des signes de force très importantes. On va trouver un flux de capitaux, parce qu'après tout, ce que vous essayez de faire ici, c'est de prédire la direction des flux de capitaux qui vont influencer l'offre et la demande. C'est ça ce qui va être important. Vous allez voir, est-ce que c'est du carry trade? Est-ce que c'est le taux d'intérêt qui va pousser les investisseurs à acheter la devise du pays? Est-ce que c'est le marché des commodités, marché boursier, marché des bancs, etc. Est-ce que ce sont seulement des trades de momentum court terme? Je vais vous donner aussi un exemple sur les cours. Si vous avez trouvé sur le site, je sais pas, une décision de Trump, de Theresa May, de je sais pas, de Kuroda, ce que vous voulez. Et là, vous êtes tradé l'actif sur plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, un trade de momentum.
à ne pas confondre, ça on va le voir aussi, à ne pas confondre avec une vision fondamentale avec des données fondamentaux. Côté analyse fondamentale, ici on va voir juste très rapidement comment on peut avoir élaboré une vision côté analyse fondamentale. Alors on a au niveau des données, comme j'ai dit tout à l'heure, dont j'ai parlé ici, pour mettre à jour les données fondamentales, cette petite base de données sur Excel sur laquelle on va recueillir, faire les recherches et les analyses des données fondamentales. Il faut les analyser parce que vous allez trouver vraiment beaucoup de données et on va, ça peut prendre beaucoup de temps pour analyser. 2, ça va vous mettre dans la confusion. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de nettoyer, d'éliminer les données qui ne sont pas importantes. Donc, pour le faire, il faut commencer à séparer. Donc, on va trouver les indicateurs avancés, comme les sondages, marché boursier, marché de commodité peut être, marché de matières premières, prix des matières premières peut être un moteur, un indicateur avancé qui va prédire la position qu'on peut prendre, la direction d'une monnaie, d'une devise. Ça peut être le taux le taux sur les bancs. Voilà. Donc ces éléments, il y a d'autres éléments dont on va parler, qui vont prédire les indicateurs coïncidents. Et sur les indicateurs coïncidents, on va voir l'inflation, l'emploi, le PIB, GDP, on va voir la balance des paiements, et d'autres indicateurs si je pris les États-Unis, retail sales, housing starts, etc. Donc ces indicateurs sont importants, par contre ils sont coïncidents. Ils nous disent ce qui arrive en temps T, ce qui arrive maintenant. Ces indicateurs sont avancés. Ils ne prédisent ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans le futur. Après, il y a des données qui concernent la politique monétaire et fiscale. Je suis désolé ici, c'est monétaire, c'est pas monétaire. Monétaire et fiscale. Donc on va avoir des réactions de la part des banques d'investissement, des banques centrales et du gouvernement avec les taux d'intérêt, avec le money supply, avec dette souveraine, le taux des bons, etc. Donc ils vont utiliser des outils pour influencer l'emploi, influencer l'inflation et la croissance. Et bien sûr ici d'autres données, les balances des paiements, etc. Donc ici on a une prédiction de ces données et là on a une réaction. Donc c'est comme si voilà, knock-on effect comme on dit. Donc on a des choses qui arrivent ici, après on a des données qui vont pousser une banque centrale ou un gouvernement à prendre des décisions qui vont impacter ça, etc. Et après on va avoir les données ici qui vont nous donner ce qui va arriver ici, et ça va se répéter. Après vous allez voir que au début ça va prendre un petit peu de temps, mais après ça va être vraiment très facile. Vous allez trouver qu'il y a des cycles qui vont se répéter. Période d'absence d'inflation, il n'y a pas vraiment croissance, et puis la banque centrale agit, les données commencent à changer, vous devez déjà prendre une position, et vous monitorez ces données-là, et ces données-là, vous trouvez que la banque centrale veut dire, ok, vous savez ce qu'on va faire, on va commencer à réduire la vitesse de baisse de taux d'intérêt, ou bien de quantitative easing, etc. Et là, vous avez trouvé que ces données vont commencer à l'inflation, etc., à stopper, et ce serait un cercle qui va se répéter. À ce niveau, je vais parler de quelques points très importants. Le premier, c'est que il faut vraiment respecter toutes les étapes, tous les éléments qu'on a au niveau du processus. Il n'y a aucun trader professionnel qui va
prendre une position comme ça rapidement sans suivre, respecter ce processus. Donc c'est très bien que c'est difficile au début de le faire. Par contre, quand on va l'exécuter plusieurs fois, ça va devenir voilà, la routine, et on va continuer à le faire sur plusieurs années sans aucun problème. Tout va se passer de façon naturelle et vraiment rapide. Le deuxième point, c'est que voilà, ne vous laissez surtout pas influencer par un élément qui va changer votre vision. Votre analyse fondamentale vous dit être bullish, technique vous dit vous devez bullish, et vous préparez votre plan, et après vous allez voir une vidéo sur YouTube ou bien je sais pas, une alerte qui vous dit qu'il faut prendre la position opposée, et là vous changez votre avis. Il faut jamais le faire. Le troisième point, c'est que le framework que vous avez vu, les éléments qui sont sur ce framework ne sont pas fixes. Vous pouvez ajouter les éléments que vous voulez. Pour quelques-unes, vous pouvez même les éliminer. Exemple, côté analyse technique, c'est pas vraiment important de mettre l'indicateur technique n'est pas vraiment important. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme indicateur technique, il n'y a pas de souci. Ça va pas vous rendre un trader différent. Utilisez ce qui est simple, ça va vous aider seulement pour le timing. Ça c'est le but après tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme j'ai dit, ce n'est que le début. Je vais mettre vraiment beaucoup d'informations sur d'autres vidéos avec des détails, avec vous montrant ce que je fais exactement. Je vais vous montrer sur les prochaines vidéos l'importance de l'analyse fondamentale, les données fondamentales, les classements dont j'ai parlé tout à l'heure, quelles sont les données importantes, celles qui ne le sont pas. Voilà, je veux continuer, ça serait en premier temps par rapport au Forex, surtout orienté Forex, même si après tout vous allez voir que tous les marchés sont interconnectés actuellement. Voilà, donc ce serait surtout orienté Forex, et sur d'autres séries de vidéos, ça serait sur le marché des actions. Je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos, et n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à donner votre avis, vos commentaires, et vos critiques bien sûr, et me suivre sur les pages Facebook et Twitter. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo.